J'espère que... Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi. Ouais, 1 minute de retard, c'est pas grave, ouais, Yves Gali. C'est juste 1 minute de retard. D'accord? Dites-moi si vous m'entendez bien. Est-ce que le son est bon? Alors donc, on est en direct sur Facebook et sur TikTok aussi à la fois. Voilà. Et donc, dans quelques minutes, disons dans 5 minutes, nous commençons. Partagez le live parce que ce soir, nous allons parler un peu de la situation de... pardon, la situation de Djorogobité, de façon globale du foncier en Côte d'Ivoire, mais surtout en restant un peu plus focus sur l'affaire de Djorogobité, qui défraie la chronique et qui fait que beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui se posent beaucoup de questions sur la gestion du foncier telle qu'elle est faite par nos chefs traditionnels, telle qu'elle est faite par notre administration, notamment le ministère de la Construction, telle qu'elle est faite par notre service public de la justice. Beaucoup d'interrogations sont dans l'esprit des Ivoiriens. Comment faire en sorte que quand vous arrivez avec vos économies à acquérir un terrain, vous puissiez sereinement en jouir parce que au final, vous aurez les documents authentiques pour en être le propriétaire définitif. La réalité est qu'aujourd'hui, quand vous achetez un terrain dans les grandes villes, les chances que le processus d'acquisition, le processus d'établissement du document définitif qu'on appelle l'ACD aboutissent sont quelquefois très minces parce que le secteur est très corrompu. Il y a toute une armée de personnes sans foi ni loi qui y sévissent, malheureusement avec le soutien et la complicité active parfois de fonctionnaires véreux qui participent consciencieusement à exproprier les Ivoiriens de leur terre. Depuis quelque temps, vous avez dû le savoir, il y a une affaire qui défraie la chronique quand cette dame, Madame Traoré Assetou, épouse Amon, prenant son courage à 2 mains, a fait une vidéo pour dénoncer l'injustice dont elle était la victime de la part d'un individu, dont on va parler tout à l'heure, et qui a lancé l'alerte de ce qui s'est passé à Djorogobité sur le lotissement Bessikwa où elle a acquis un terrain. Et donc je vous demande de partager au maximum le live parce que le sujet il est important. Tous les Ivoiriens sont concernés. Nous sommes tous menacés dans ce pays au niveau du foncier. Et si de façon, j'allais dire, globale, nous ne nous levons pas pour dire ça suffit, pour dire qu'il faut qu'on y mette de l'ordre dans ce secteur-là, eh bien, demain après demain, dans quelques années, en tout cas dans un temps pas si lointain que cela à l'échelle humaine, nous allons avoir beaucoup de difficultés avec le foncier, que ce soit au nord du pays, que ce soit au sud, au centre, à l'ouest et à l'est, partout sur le territoire national, il y a de graves problèmes fonciers. Et chacun de nous, de plus en plus, s'en aperçoit. Le foncier risque d'être à terme une bombe sociale qui va exploser à notre figure si nous ne faisons pas attention.
Et donc, je vais vous demander de continuer à partager le live sur Facebook, sur TikTok. Vous aussi, vous pouvez partager le live, partager, et pour que plus de personnes suivent. Les Ivoiriens sont friands malheureusement d'amusement, mais lorsqu'il s'agit de se battre pour défendre leurs droits, de se battre pour défendre ce qui est juste, de se battre pour défendre le projet de construction d'une société qui garantisse des droits à tout le monde, ils sont très souvent aux abonnés absents. Vous verrez que sur ce live, on ne sera même pas plus de 3 000 à 4 000 personnes à suivre, parce que bon, des choses moins peut-être moins amusantes, mais plus amusantes, intéressent les Ivoiriens. Donc je vous demande de partager. Nous sommes déjà 1260 personnes en ligne, c'est déjà pas mal, allons jusqu'à 2000 à 3000, et puis on va parler de cette affaire de Diorogo Bitèye, qui n'est que la face cachée d'un vaste processus de contestation, d'expropriation d'Ivoiriens, détenteurs de droits coutumiers ou détenteurs de titres administratifs qui ne peuvent pas jouir de leur terrain parce que quelqu'un, quelque part, a des pouvoirs incroyables et arrive avec une facilité déconcertante à se faire établir des actes définitifs alors que d'autres personnes, pendant des années, n'arrivent pas à obtenir leur document. Et donc ce soir, nous allons parler. Des Ivoiriens de la diaspora m'ont appelé, ont appelé des journalistes de l'éléphant déchaîné et ont manifesté leur mécontentement de voir que dans leur propre pays, ils ne puissent pas jouir des terres qu'ils ont légalement acquises et qu'au final, ils perdent de l'argent comme cet Ivoirien qui est en Suisse, qui a perdu 100 millions, parce qu'il a acquis un terrain qui finalement lui a été arraché dans un contexte qu'il n'a pas pu comprendre et que nous connaissons. Depuis une dizaine d'années, en tant que journaliste de l'éléphant déchaîné, j'ai enquêté sur plusieurs dossiers de ce foncier, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Je connais parfaitement le fonctionnement de la mafia, du foncier urbain et même du foncier rural qui sévit dans notre pays, avec la complicité, malheureusement, de certains fonctionnaires qui ont conçu tout un système de vie sur la fraude, sur la falsification des documents et sur la délivrance d'attestations ou de documents définitifs à des personnes qui, au départ, n'étaient pas celles qui devraient avoir les documents. Et donc, je vous demande de partager. Comme on l'a annoncé sur les réseaux sociaux, nous ne cacherons pas les noms. Nous ne cacherons pas les noms parce que nous avons enquêté. Nous avons documenté les informations. Nous sommes allés à la rencontre des gens. Tout à l'heure, je vais vous donner la liste des personnes que nous avons rencontrées dans le cadre de cette enquête-là, menée par le journal L'éléphant déchaîné. Normalement, cette enquête-là, nous devrions la mettre dans le journal et la vendre pour que les Ivoiriens achètent pour découvrir l'information qui s'y trouve. Mais au regard de l'émotion que l'affaire de Diorogo Bitèye a suscité, a créé sur les réseaux sociaux, nous avons estimé qu'il était de notre devoir citoyen de ne pas vendre l'article et de le produire à titre gracieux ou bien gratuitement aux Ivoiriens. Et donc, vous pouvez enregistrer cette vidéo, mais dans tous les cas, après, l'article lui-même, totalement rédigé, sera en ligne avec toute la documentation et toutes les preuves qui accompagnent l'enquête que nous avons faite. Donc, vous aurez l'enquête en ligne, vous l'aurez dans le journal digital et que nous mettrons à vos dispositions. Mais là, je vais expliquer ce qui s'est passé. Donner les informations que nous avons glanées ici et là pendant l'enquête qui a été menée par la rédaction de l'éléphant déchaîné, avec moi, bien sûr, à la tête. Alors, dans ce cadre-là, le journaliste que je suis s'est mis au service du député. Et donc, le journaliste a enquêté et maintenant, le député va prendre la parole pour livrer aux Ivoiriens qui l'ont mandaté
en tant qu'élus de la nation pour parler à leur nom, pour parler à leur place. Donc le journaliste est mis au service du député. Et c'est ce soir, le député qui va prendre la parole pour rendre public le travail accompli par le journaliste. Donc je porte les deux casquettes qui sont au service de la communauté. Donc je vous exhorte vraiment à partager le live. Allons jusqu'à 3000 personnes, on est déjà à 2000 personnes. Et je vais vous livrer des informations. Nous allons citer les noms. Ici, nous on ne cachera pas les noms. Parce que nous avons enquêté, nous avons approché tous les protagonistes de cette histoire, de cet imbroglio terrible qui, s'il ne provoquait pas autant de drames dans les familles, serait à la limite irrisible. Malheureusement, il s'agit de vie, il s'agit d'économie, de personnes qui, depuis l'université, ont économisé, d'autres qui ont fait du commerce, qui ont fait des choses à l'extérieur, des Ivoiriens qui ont économisé, qui sont venus acquérir des terrains et qui aujourd'hui se retrouvent totalement sans aucun terrain. Ils ont été expropriés dans des conditions qu'ils n'arrivent même pas à comprendre. J'ai rencontré le ministre de la Construction, que je voudrais d'ailleurs saluer et remercier pour sa disponibilité, avec qui j'ai échangé pendant près d'une heure sur certaines questions qui touchent au foncier en Côte d'Ivoire. Il m'a notamment parlé de l'ADU, qui est la réforme qui est en cours et qui va rentrer en vigueur à la fin du mois de mars 2025. On souhaite que cette réforme-là marche. Mais évidemment, aucune œuvre humaine n'est parfaite et tous les jours, les choses doivent être parfaites pour qu'il y ait moins de conflits dans l'établissement des documents liés à la propriété foncière. Le ministre m'a informé que en moyenne, c'est plus de 34 000 ACD qui sont signés à la fois au ministère, autour de 17 000, et par les préfets à travers le pays. Et sur les 34 000 ACD signés, c'est autour de 150 à 200 qui font l'objet de procédures judiciaires auprès du Conseil d'État. D'où la conclusion du ministre selon laquelle c'est marginal. Nous ne partageons pas forcément la position du ministre. Nous pensons que même si c'est une seule personne qui est victime d'expropriation, c'est suffisamment grave pour que cela fasse l'objet d'un débat national. Et que parfois beaucoup sont victimes, mais n'ont pas le courage, n'ont pas les moyens de se plaindre. Quelqu'un ne peut pas économiser 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, voire 10 millions. Aller acquérir un terrain pour vivre dessus pendant ces vieux jours. Et puis, en une journée, il perd tout ça. Il n'a même pas les moyens de prendre un avocat. Il fait des démarches. Il se rend compte qu'il se heurte à un mur. Et finalement, il abandonne. Donc, beaucoup abandonnent. Au cours de cette enquête-là, nous avons été joints par plus de 150 personnes qui nous ont interpellés sur des cas similaires, vêtus à Cocody, dans d'autres quartiers, à Yopougon, à Songon, à Port-Boué, à Bobo. Dans toute la commune d'Abidjan, les conflits fonciers sont partout. Et c'est toujours le même mode opératoire. Des individus débarquent un matin, prennent des informations sur les lots non mis en valeur, et puis dans 6 mois, 4 mois, 10 mois, ils sont propriétaires. Le jour où l'acquéreur de bonne foi veut faire ses documents, il découvre que un titre foncier a été créé, un ACD a été déjà délivré sur sa parcelle. Comment c'est possible ça? Comment cela est possible? Et donc c'est ces questions-là que nous voulons traiter ce soir à partir du petit cas de Dérogobité qui n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan des frustrations et des humiliations qui sont celles des Ivoiriens qui acquièrent des terrains et qui sont dépossédés dans des conditions totalement humiliantes et même qui, au sein de la justice également, sont également humiliés. Donc, je vous exhorte à partager sur TikTok, sur Facebook. Nous sommes déjà à plus de 2500 personnes en ligne, 2800, c'est déjà pas mal. Allons à 2000, à 3000, et puis à 20h35, on démarre. Et là, je vais vous prier d'écouter attentivement. Parce que à partir de cette de ce direct-là,
vous devez comprendre un peu comment les choses évoluent et vous-même vous prémunir demain de ces mésaventures qui arrivent aux autres. C'est parce que les gens n'ont pas d'informations. Il n'y a pas beaucoup de communication sur les procédures d'établissement des documents, que beaucoup se laissent avoir, ou bien sont grugés. Mais en même temps, dans le secteur se trouvent de redoutables escrocs, de redoutables faussaires, de redoutables bandits, dotés de moyens conséquents, qui peuvent semer le trouble sur n'importe quel lotissement. Et donc, il faut que les Ivoiriens soient informés. Il faut qu'ils sachent que le foncier est un secteur stratégique qui intéresse tout le monde. Il n'y a pas meilleur investissement au monde que dans le foncier, que d'acquérir des maisons, que d'avoir des terrains qui prennent la valeur chaque jour. Et évidemment, dans le secteur également, il y a beaucoup de blanchiment d'argent. Et c'est tout ça, ce cocktail-là, qui aboutit à ce phénomène d'expropriation et de faux usage de faux qui se passe et qui font que beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas les moyens d'obtenir leur ACD alors qu'ils ont acquis leur terrain de bonne foi. Alors, dans 2 minutes exactement, on commence et je voudrais que vous preniez note. Tout ce que je vais dire est le résultat d'une investigation. Nous ne sommes pas restés au bureau pour écrire. Nous sommes allés sur le terrain, au ministère de la Construction, à Djorogobité. Nous avons rencontré des victimes. Nous avons interrogé des policiers, des gendarmes. Nous avons découvert que plusieurs dizaines de procédures judiciaires sont engagées depuis les commissariats et les brigades de gendarmerie contre le même individu. Nous avons interrogé des officiers de gendarmerie qui ont fait des enquêtes il y a 6 ans, 7 ans sur le cas de Djorogobité. Et nous avons documenté tout ça. Et nous avons compris en épluchant les documents, les informations audio et physiques, nous avons retracé exactement ce qui s'est passé sur Djorogobité. À partir donc de cette vidéo, vous allez comprendre les tenants et aboutissants et vous allez comprendre qui dit vrai, qui dit faux. Mais évidemment, nous ne sommes que des journalistes. Nous ne sommes pas des magistrats, ni des policiers. Comme le dirait le leader des Balais citoyens au Burkina Faso, les journalistes lèvent le lièvre. Il appartient aux autorités et à la société d'attraper ce lièvre-là. Donc, ce que je vais faire ici peut servir d'élément d'une éventuelle enquête demain. Le ministre de la Construction m'a informé qu'il avait demandé 2 enquêtes. Une enquête policière et une enquête interne qui est réalisée par l'inspection générale du ministère de la Construction. Notre enquête à nous n'est pas forcément dans le même sens ou avec les mêmes règles que celles qui sont menées par l'inspection et la police. Nous avons fait une enquête journalistique. Donc, je m'en vais vous livrer les résultats. Affaire Djorogobité 2. La face cachée d'un processus d'expropriation. Affaire Djorogobité 2. La face cachée d'un processus d'expropriation. Et donc, chers Ivoiriens, la justice élève une nation. Le péché ou la corruption fait le malheur des peuples. La corruption est la honte des peuples. C'est une parole qui est tirée de la Bible. Je suis Assalé Tiemoko Antoine, journaliste d'investigation, fondateur du journal L'éléphant déchaîné. Je suis aussi député de la nation, donc porte-parole, porte-voix, défenseur, rempart du peuple de Côte d'Ivoire, comme le sont tous les députés de Côte d'Ivoire.
Il y a parmi les fonctions d'un député, une qui est particulièrement importante, à savoir celle du contrôle de l'action gouvernementale. Donc, en plus de voter les lois, ou même de proposer des lois à concurrence avec le chef de l'État, en plus de consentir l'impôt et donc d'adopter le budget de l'État, le député a aussi une fonction de contrôle de l'action gouvernementale. C'est quoi ce contrôle-là? Ce contrôle se fait donc à deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle le contrôle de la légalité des actes posés par l'exécutif, les membres du gouvernement, au regard de notre corpus législatif, au regard de notre constitution, au regard de nos lois. C'est ce qu'on appelle le contrôle de la légalité. Donc le député s'assure que les actes posés par les membres du gouvernement sont conformes aux lois qu'il vote. C'est un contrôle. Le deuxième contrôle, c'est le contrôle de l'impact de la décision, ou bien des décisions de l'exécutif sur la qualité de vie des populations. Quand on prend une décision gouvernementale, il appartient au député, qui est le représentant des populations, de s'assurer que cette décision-là a un impact positif sur la vie des gens. Aussi l'impact est négatif, il faut qu'il s'assure que les raisons pour lesquelles on porte atteinte à la vie ou bien aux droits de la population sont valables. C'est ça le contrôle de l'action gouvernementale. Donc, dans le cadre de l'affaire Diorgo-Bité, le député que je suis est dans son rôle de vérifier que le ministère de la Construction dans cette affaire a fait correctement son travail. C'est ça le contrôle de l'action gouvernementale. Mais pour que je puisse faire cette vérification, en dehors d'une enquête parlementaire, eh bien c'est le journaliste qui fait l'enquête et qui met les résultats au service du député au parler. Donc il s'agit d'une enquête journalistique et non d'une enquête judiciaire. Cela doit être précisé. Alors, dans notre pays, dans le dernier rapport de Transparency International, la Côte d'Ivoire est arrivée maintenant au 69e rang sur 680 parmi les pays les plus corrompus. Donc notre rang s'est amélioré. Et en 2023, on était 87e. Et en 2024, nous sommes passés au 69e rang. Donc il y a un effort qui a été fait en termes de lutte contre la corruption. Mais ce classement-là n'est pas lié à un processus de sanction ou de lutte dans les faits contre la corruption. Il est surtout lié à la prise de décision, je dis la création d'institutions censées lutter contre la corruption. Donc, ce classement est un classement de perception. C'est un indice de perception. Donc, l'ONG fait un classement sur l'indice de perception, à savoir quels sont les efforts faits par le gouvernement en termes de prise de loi pour lutter contre la corruption. Donc, quand on prend la haute autorité de la bonne gouvernance, c'est un élément important qui est pris en compte. Quand on prend le pôle pénal économique, c'est un élément qui est important. Quand on prend l'inspection générale d'État, c'est un élément qui est pris en compte. Donc, c'est ces éléments-là qui permettent d'avoir ce classement-là. Ce n'est pas un classement qui est lié à des actes posés par le gouvernement en termes de sanctions, en termes de révocation de dirigeants poursuivis en justice pour telle ou telle chose. Donc, il faut faire la part des choses. Donc, au-delà de ce classement-là, le ressenti des Ivoiriens est que notre pays est profondément corrompu. Que notre administration est un prodige de gaspillage et de corruption. Qu'il y a dans l'administration des fonctionnaires compétents, crédibles, qui essaient au quotidien de travailler pour le pays, patriotes. Mais à côté, il y a beaucoup de fonctionnaires qui ont utilisé des canaux malhonnêtes pour être là où ils sont
et qui au quotidien abîment la construction de notre État. Ils font beaucoup de mal à notre pays. C'est le ministre Zorobi Balo, aujourd'hui président de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, qui l'a dit dans un rapport officiel que la corruption coûte annuellement 1200 milliards aux caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Annuellement. 1200 milliards. Vous imaginez ce qu'on peut faire annuellement avec 1200 milliards? C'est énorme. Donc notre pays est corrompu. L'affaire de Drogobité 2 est une affaire qui illustre terriblement les tristes conséquences de cette corruption-là, qui est aujourd'hui profondément ancrée dans notre administration et qui a étendu ses racines jusque dans notre service public de la justice. Récemment, le ministre de la Justice, dans une prise de parole publique, s'était inquiété d'informations qui faisaient état de ce que certains acteurs du système judiciaire s'abîmaient, s'abandonnaient dans des pratiques qui font honte. C'est le ministre de la Justice qui le disait. Le texte est encore disponible sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Et donc, l'affaire de Drogobité est une illustration des conséquences de cette corruption qui s'est emparée du corps social, qui s'est emparée d'une partie de notre administration, qui s'est infiltrée jusque dans les villages, dans les chefferies, dans les notabilités. À tous les niveaux de la vie sociale, la corruption est présente. Et les conséquences, au fur et à mesure, au fil du temps, commencent à devenir totalement insupportables pour beaucoup d'Ivoiriens. Parce que les victimes ne se comptent pas, milliers. Et donc, ce qui se passe, ou ce qui s'est passé dans l'affaire de Drogobité, est tout simplement le fonctionnement de notre administration. Je sais que monsieur le ministre de la Construction a confiance dans son administration. Et c'est vrai, il y a des travailleurs au ministère de la Construction qui sont au service de la communauté et qui font ou qui essaient de faire correctement leur travail. Mais dans cette administration du ministère de la Construction également, se trouvent des fonctionnaires qui s'amusent avec notre État et qui brisent des vies consciencieusement. Alors, donc, nous avons mené une enquête à partir de l'alerte lancée par Mme Traoré Assetou, épouse Amon. Et donc, nous sommes allés sur le terrain pour écouter les uns les autres, confronter les déclarations des uns des autres, les témoignages, essayer de documenter dans la mesure du possible les témoignages. Donc, ne pas se contenter d'affirmations qu'on ne puisse pas documenter ou aller sur le terrain pour aller faire une contre-enquête. Et donc, l'enquête a duré 8 jours. Nous l'avons entièrement financée. Aucune des personnes que nous avons contactées n'a sorti un centime pour accompagner cette enquête-là. C'est une enquête indépendante que nous avons réalisée et nous l'avons intégralement financée. Alors, nous avons entendu la chefferie traditionnelle de Drogobité. Nous avons entendu des membres de la famille Mambo à Drogobité, propriétaires terriens. Nous avons entendu le nommé Kome Bakari. Nous l'avons entendu. Il faut dire qu'il fait face à plus de 25 accusations. Plus de 25 personnes l'accusent de les avoir expropriés. Nous l'avons entendu. Nous avons également interrogé un acteur dont on n'a pas cité le nom dans cette affaire, qui s'appelle Traoré Nyumvier, qui est un élément central de cette affaire de Drogobité. Traoré Nyumvier, opérateur, très proche du directeur du domaine urbain, M. Diallo Aboulaye. Nous avons entendu
un commissaire de justice, Maître Kofi Maurice. Nous l'avons entendu. Il est pour Kome Bakari un proche aussi, qui travaille pour lui pour ses affaires judiciaires. Nous avons entendu l'imam Cissé, victime. Nous avons entendu Dame Traoré Assetou, victime. Nous avons échangé avec M. Diabaté, qui est le représentant en Côte d'Ivoire d'un Ivoirien qui est à l'extérieur, qui est aussi victime du nommé Kome Bakari. Enfin, se dit victime du nommé Kome Bakari. Nous avons été au ministère de la Construction pour rencontrer le ministre de la Construction. Nous avons écrit au directeur du domaine urbain à qui nous avons soumis un questionnaire précis, sur des faits précis. Nous avons écrit au directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère de la Construction, M. Kaba Mori. Nous lui avons soumis un questionnaire précis. Nous avons échangé également avec M. Krakouman, directeur de l'urbanisme au ministère de la Construction. Nous avons échangé sous le sceau de l'anonymat avec des officiers de police judiciaire qui ont travaillé sur l'affaire Djorogobité au niveau de la brigade de recherche de la gendarmerie. Et d'autres gendarmes à la retraite qui ont connu aussi cette affaire, que nous avons approchés pour écouter les versions des faits. Donc nous avons rencontré beaucoup de monde. Nous avons échangé également avec le gardien qui est sur le site de Dame Traoré pour savoir l'historique de l'arrivée de M. Kome Bakari sur le terrain. Nous l'avons lui aussi interrogé. Voilà, dans le cadre de l'enquête, les personnes que nous avons approchées. Alors, allons dans le fond de l'enquête maintenant. Je précise que l'enquête est rédigée avec les documents qui accompagnent, toutes les preuves qui accompagnent, sera diffusée sur notre site internet et sera disponible dans la version digitale du journal que nous mettrons en ligne dans les jours qui arrivent. Pendant l'enquête, nous avons été joints par plusieurs personnes, autour de 150 personnes, dont certaines sont liées à l'affaire Djorogobité, d'autres liées à l'affaire Bonoumé, d'autres liées à l'affaire Songon, d'autres liées à l'affaire Port-Boué, d'autres liées à l'affaire 4 Croix dans la zone de Abobo Anyama. Toutes ces personnes nous ont appelés. Certaines ont été reçues à notre cabinet. Nous avons échangé avec elles. Et ce que nous avons retenu, et tu ne m'as pas étonné personnellement, puisque je connais le process, c'est le même procédé. Que ce soit à Djorogobité, à Songon, à Bonoumé, à Port-Boué, à 4 Croix, c'est le même procédé qui est utilisé par ceux qui exproprient les Ivoiriens. Mais de toutes ces affaires, nous parlerons plus tard, dans l'éléphant déchaîné, puisque des enquêtes ont été ouvertes et nos journalistes sont sur le terrain. Restons pour aujourd'hui sur l'affaire Djorogobité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que nous remontions au fait. Ce que nous appelons l'origine du mal. Parce que nous titrons les rubriques de nos enquêtes. Donc, la première partie de l'enquête que nous avons baptisée l'origine du mal. D'où est parti le mal qui a provoqué ce que des personnes vivent aujourd'hui? D'où l'affaire est partie. Alors, notez bien qu'à la suite d'un contentieux survenu entre les chefferies d'Abou Baoulé et de Djorogobité 2 au sujet du lotissement Bessikwa en 2014, le ministre de la Construction d'alors, M. Sanogo Mamadou, a initié des médiations entre les parties, au terme desquelles
le ministre a autorisé le chef de Djologobité à délivrer des attestations sur une partie des lots issus du lotissement Bessikwa. Nous sommes en 2014. Il faut noter que le lotissement a été fait autour des années 2025. Et nous sommes en 2014. Cette décision du ministre Sanogo Mamadou, qui autorise le chef de Djologobité à délivrer des attestations sur une partie des lots du lotissement Bessikwa, n'a pas été acceptée par le chef de Abobo Baoulé. On va aller doucement pour que vous compreniez l'historique à partir de laquelle tout cela est arrivé. Le chef de Abobo Baoulé n'ayant pas accepté la décision, a attaqué la lettre rédigée par le ministre Sanogo, dans laquelle est mentionné le fait que désormais le chef de Djologobité 2 doit signer des attestations. Et donc il a saisi la chambre administrative du conseil, de la Cour suprême. Le chef d'Abou Baoulé à l'époque s'appelait M. Amondi Djangan Claude. C'est lui qui a saisi la chambre administrative de la Cour suprême pour lui demander d'annuler la lettre du ministre Mamadou Sanogo qui autorisait le chef de Djologobité 2 à signer des attestations. Le 24 juin 2015, la chambre administrative, à travers ce qu'on appelle l'arrêt 129, a débouté le chef d'Abou Baoulé de ses prétentions et donc a confirmé la lettre du ministre Sanogo autorisant le chef de Djologobité à signer. Cet arrêt a été notifié par la chefferie de Djologobité au ministère de la Construction. Puisque jusque-là, c'est le chef d'Abou Baoulé seul qui signait toutes les attestations sur le lotissement Bessikwa. Mais par l'arrêt de la Cour suprême, il est confirmé que le chef de Djologobité doit aussi signer des attestations sur le lotissement Bessikwa et que le chef d'Abou Baoulé n'a pas qualité à signer des attestations sur le lotissement Bessikwa. La décision est notifiée au ministère. Mais au ministère de la Construction, on n'applique pas la décision du Conseil, de la Cour suprême. Au mépris de cette décision, le ministère continue de délivrer des attestations, des ACD, ou bien d'instruire des dossiers d'ACD avec les attestations signées par le chef de Bessikwa, le chef d'Abou Baoulé sur le lotissement Bessikwa. Donc le ministère n'applique pas la décision de la Cour suprême. C'est tout cela qui a créé progressivement le désordre. Quand le chef de Djologobité 2 signe une attestation, qu'il la remet à un acquéreur, au niveau du ministère de la Construction, l'acquéreur en question, détenteur de l'attestation de Djologobité, ne trouve pas la voie pour établir ces documents. C'est plutôt les attestations de Abou Baoulé qui sont toujours prises. De sorte que, écoutez bien, en 2016, l'actuel chef de Djologobité, Menkan Assis Joseph, par arrêté préfectoral, succède à l'ancien chef qui était là. Devant les difficultés qu'éprouvait son village à gérer le lotissement Bessikwa, le chef Assis Menkan Joseph saisit la chambre administrative de la Cour suprême au fin de l'amener à interpréter l'arrêt 129. Il demande à la Cour suprême: que voulez-vous dire réellement
par le fait que c'est le chef de Drogobité qui doit signer sur Betikwa. Est-ce que le chef de Abou Baoulé doit continuer à signer? Et donc, la requête est déposée auprès de la chambre administrative de la Cour suprême. En réponse à cette requête-là, la chambre administrative de la Cour suprême rend le 28 mai 2017 l'arrêt numéro 100 avec une position très claire que je vous cite ici. La chambre dit ceci: le chef du village de Drogobité est seul habilité à signer les attestations d'attribution des lots relevant aussi bien de Drogobité 2 que du lotissement Bessikwa. Je répète, le chef du village de Drogobité 2 est seul habilité à signer les attestations d'attribution des lots relevant aussi bien du lotissement de Drogobité 2 que du lotissement Bessikwa. Donc l'arrêt est clair. Et même le chef de Abou Baoulé, qui avait contesté l'arrêt 129, a été débouté et condamné à payer 500 000 francs d'amende. Donc le dernier arrêt, le troisième arrêt, confirmait définitivement que c'est le chef de Drogobité qui avait seule signature sur le lotissement Bessikwa. Conforté dans ses droits donc, le chef de Bessikwa, pardon, de Drogobité entreprend de faire l'état foncier du lotissement Bessikwa. Il découvre alors que de 2005 à 2018, et en violation de tous les arrêts rendus par la Chambre administrative, le ministère de la Construction a continué à traiter les demandes d'ACD avec des attestations signées par le chef d'Abou Baoulé. Donc le ministère n'a pas appliqué les décisions de la Chambre administrative de la Cour suprême. Et le chef Menkan découvre cela. Alors, il proteste vigoureusement auprès de la direction des affaires juridiques et du contentieux du ministère de la Construction. De même qu'auprès du directeur du domaine public, du domaine urbain. Et donc, c'est le refus d'appliquer au départ les décisions de la Cour suprême qui ont sémé le désordre sur le lotissement Bessikwa. Et donc, dans la deuxième partie de l'enquête, nous avons enquêté sur le désordre. Donc, nous l'avons titré « Le désordre créé par le ministère de la Construction ». Suivez très bien. Par courrier en date du 8 mars 2018, c'est-à-dire après le dernier arrêt rendu par la Cour suprême. Par courrier en date du 8 mars 2018, le directeur des affaires juridiques du ministère de la Construction informe le chef de Drogobité qu'il tient à sa disposition la liste des lots résiduels, des lots restants, dits lots résiduels. Lots qui seront traités, écrit-il, sur la base des attestations délivrées maintenant par le chef de Drogobité. Je reprends. Par courrier en date du 8 mars 2018, le directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère de la Construction, M. Kabamori, informe le chef de Drogobité 2 qu'il tient à sa disposition la liste des lots restants, dits lots résiduels. Lots qui seront traités, écrit-il, sur la base des attestations délivrées par le chef de Drogobité. Le courrier, nous l'avons. Sauf que dans les faits, malgré ce courrier, rien ne changera. Il ne se passera rien. Seules les attestations ou la plupart des attestations signées par le chef d'Abou Baoulé continueront à être utilisées au ministère de la Construction
pour établir les dossiers de demande d'ACD. Ce qui a eu pour conséquence de semer un désordre monstrueux sur le terrain, avec d'un côté des personnes en possession sur les mêmes parcelles d'attestations signées par deux chefs différents. De sorte que devant cette situation de confusion, le chef de Djorogobité a décidé de porter plainte auprès du parquet d'Abidjan, Plateau, pour appropriation du lotissement bessikois avec violence, faux et usage de faux et discrédit d'une décision de justice. Donc le chef de Bessikois, en avril 2018, porte plainte auprès de la justice ivoirienne, auprès du parquet d'Abidjan, pour appropriation du lotissement bessikois avec violence, faux et usage de faux et discrédit sur une décision de justice. Voilà les motifs pour lesquels le chef saisit la justice. Sur la base d'un soir transmis du procureur de la République auprès donc de la brigade de gendarmerie, la brigade de recherche de la gendarmerie, une enquête est ouverte pour comprendre qui viole la décision de la Cour suprême, qui fait du faux et de faux, et qui s'est approprié, malgré les décisions, le lotissement bessikois. L'enquête conduit à interroger les chefs de Abou Baoulé, les chefs de Rogobité, mais aussi et surtout des responsables au ministère de la Construction, notamment la directrice du domaine urbain à l'époque, Mme Fofana Madjalia, et le directeur des affaires juridiques et du contentieux, M. Kaba Mori. Tous les deux sont entendus en tant que mis en cause au cours de l'enquête qui est ouverte. Et donc, ils sont convoqués à la brigade de recherche. Le directeur des affaires juridiques, je signale, est magistrat. Magistrat hors hiérarchie. Et donc, lui et Mme Madjalia Fofana sont convoqués au niveau de la brigade de recherche pour être entendus. Mais pour entendre M. Kaba, il a fallu changer son statut de mis en cause pour passer au statut de témoin. Parce qu'en tant que magistrat, on ne peut pas l'auditionner comme ça sans que ça fasse l'objet d'une procédure spéciale. Et donc, on change son statut et on l'entend maintenant en tant que témoin dans l'affaire. Mais Madjalia, elle est entendue en tant que mise en cause. Interrogé par la brigade de gendarmerie, de savoir pourquoi est-ce qu'il doit continuer à faire délivrer des attestations, ou bien des ACD, sous la base d'attestations signées par le chef d'Abou Baoulé, Madjalia Fofana répond que quand elle prend fonction à la direction du domaine urbain, elle est informée de l'existence des arrêts rendus par la Cour suprême qui disent qu'on doit désormais traiter les dossiers avec la signature du chef de Djorogobité, mais que son chef, le directeur des affaires juridiques, lui a donné instruction de continuer à traiter les décisions, les dossiers avec la signature de chef Baoulé. Nous nous sommes procurés l'audition en question. Nous l'avons. Quand il est interrogé à son tour, le directeur des affaires juridiques déclare qu'il s'agit simplement de décisions d'interprétation qui ne remettent pas en cause ce qui a été fait. Et que effectivement, c'est lui qui a demandé à la directrice du domaine urbain de continuer à traiter les dossiers ainsi qu'elle l'a fait. Ça est bien dans le PV d'audition. Donc, le ministère de la Justice n'a pas appliqué la décision de la Cour suprême. Interrogé par les journalistes de l'Éléphant déchaîné,
lundi dernier, sur les raisons pour lesquelles il n'a pas appliqué la décision de la Cour suprême. M. Kaba Mori, jusqu'à ce jour, au moment où je vous parle, n'a pas encore répondu à notre question. Nous lui avons adressé un courrier. Nous avons la décharge. Pourtant, le 12 février, dans un communiqué rendu au sujet de l'affaire Traoré Assetou et Komé Bakari, M. Kaba Mori a écrit ceci. Il ressort de ces entrevues, on parle du 12 février 2025, dans l'affaire Komé contre Traoré Assetou. M. Kaba Mori écrit dans le communiqué, il ressort de ces entrevues que les protagonistes indiquent avoir saisi les autorités judiciaires pour faire prévaloir leurs droits de recours et autres prétentions. L'administration en charge du foncier urbain s'en tiendra, écrit-il, comme à l'accoutumée, aux décisions qui seront rendues par les juridictions compétentes. C'est lui qui écrit ça le 12 février dans le communiqué. Alors que nous venons de démontrer que les décisions de la Cour suprême, ils ne les ont pas appliquées. Et c'est parce qu'ils n'ont pas appliqué les décisions de la Cour suprême que le désordre a été installé. Approché par l'éléphant déchaîné pour comprendre la réponse donnée par M. Kaba Mori devant les officiers de police judiciaire, un acteur judiciaire que nous avons interrogé sur l'anonymat nous a révélé ceci. Il dit, c'est parce qu'il est magistrat que M. Kaba Mori a été entendu en qualité de témoin dans cette affaire de Djorogobité. Sinon, il aurait fait la prison. Quand on est magistrat, on ne piétine pas les décisions rendues par la Cour suprême. C'est finalement sous la contrainte qu'il a obtempéré. En agissant comme il l'a fait, il a créé tout le désordre qui est survenu sur le lotissement Bessikwa. À quelle fin a-t-il fait cela? Lui seul peut y répondre, mais à mon avis, dit-il, il n'a plus sa place dans ce ministère. En tout cas, pas en tant que DAJC. C'est un acteur judiciaire qui répond ainsi à l'éléphant déchaîné. Donc, la décision de la Cour suprême n'a pas été appliquée. Troisième étape de l'enquête, les 1272 lots après la volonté du DAJC. C'est le titre de ce passage-là. Je vois que nous sommes 5600 personnes en ligne, 500 personnes en ligne, c'est bien. Bravo. Le sujet est important et il faut que de plus en plus nous démontrions aux Ivoiriens que nous pouvons nous battre pour que leurs droits soient respectés. Et que ceux qui ne comprennent pas, on peut les mettre à disposition des informations crédibles qui leur permettent eux-mêmes de se faire une opinion. Dans cette affaire, nous n'avons pris aucune position, nous sommes tenus aux faits documentés. À la suite donc de son audition par la gendarmerie, et voyant la tournure des événements, le directeur des affaires juridiques du ministère de la Construction organise le 5 juin 2018, dans les locaux du ministère, une rencontre avec la chefferie de Djorogobité. À cette rencontre-là, était présent le chef actuel de Djorogobité, assisté de son avocat, Maître Akré. Dans le procès verbal rédigé par la direction des affaires juridiques, dont nous avons obtenu copie, il a écrit ceci. À cette occasion, monsieur le directeur des affaires juridiques et du contentieux a remis à monsieur Menkan Assis Joseph, chef du village de Djorogobité 2, assisté de son avocat, Maître Akré, la liste consolidée des lots du résiduel qui sera traité sur la base des attestations délivrées par le chef du village de Djorogobité 2. Et il est mentionné dans le courrier du 8 mars que les lots en question, qu'on appelle lots résiduels, qui sont au nombre de 1272, M. Kaba Mori, le détail juridique, précise que ces lots-là, sous ces lots-là, il n'y a aucun acte administratif, ni aucun titre foncier. Cette partie-là est très importante. C'est-à-dire que les 1272 lots, sous les 5516 lots du lotissement global, c'est seulement 1272 qui ont été remis au final à la chefferie de Djorogobité
2. Et sur la lettre de transmission de ces lots-là, le directeur des affaires juridiques écrit que ces 1272 lots ne sont aliénés d'aucune manière. C'est-à-dire qu'il n'y a ni demande d'ACD, ni demande d'attention domaniale, il n'y a rien dessus. Il n'y a aucun titre dessus. Donc c'est des lots vierges en termes de procédure administrative. Alors, la chefferie de Djologobité reçoit la liste. Nous nous sommes procurés cette liste-là. Nous l'avons. Alors, la quatrième partie de cette enquête-là était de savoir maintenant, est-ce que ce que le directeur des affaires juridiques était fondé? Est-ce que les 1272 lots, et d'ailleurs dans le rapport, c'est bien mentionné que le directeur des affaires juridiques et la direction du domaine urbain qui a travaillé à l'amont ont consolidé les 1272 lots et ont affirmé donc qu'il n'y a aucun titre dessus, ni aucun acte administratif. Donc nous avons cherché à vérifier si cela était vrai. Donc des lots sans acte administratif et sans titre foncier. Alors, à Djologobité, ayant reçu donc la liste des lots, le partage est effectué entre les opérateurs, donc les aménageurs, et les familles détentrices de droits coutumiers. Sur la base donc de ce partage-là, un premier guide, dit guide des lots résiduels, est confectionné par le nommé Traoré Nyonvier, dont on a dit qu'il était le chef des opérateurs, très proche de la chefferie de Djologobité. Donc c'est à lui que on a confié le soin de faire le guide, de confectionner le guide qui allait comporter l'ensemble des 1272 lots. Donc il a conçu le guide qu'on a appelé guide des résiduels, des lots résiduels. Mais ce guide ne sera pas reconnu par le ministère de la Construction. Le guide résiduel qui a été conçu par Traoré Nyonvier n'a pas été reconnu par le ministère de la Construction. Donc aucun titre n'a été créé à partir de ce guide-là. Et donc le guide est resté entre les mains de M. Traoré Nyonvier. Au même Traoré Nyonvier, on a confié de faire maintenant le guide définitif. Et donc c'est lui qui a confectionné pratiquement 12 guides. Il y a 12 tomes. Nous l'avons vérifié. 12 guides. Et c'est lui qui a fait établir toutes les attestations d'attribution sur l'ensemble des 1272 lots. Donc il a fait les guides et il a fait les attestations qu'il est allé remettre donc à la chefferie de Djologobité. Et la chefferie de Djologobité, après avoir séparé les lots revenant aux familles, a remis les lots revenant aux opérateurs, à Traoré Nyonvier, y compris les attestations qui accompagnent cela, dont des attestations déjà présignées. Des attestations présignées. Qu'il a remises à M. Traoré Nyonvier. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Il va se passer le fait que la chefferie de Djologobité va délivrer des attestations à des acquéreurs. Et c'est là que va intervenir la magie au ministère de la Construction. Donc cette partie-là, dans l'enquête, nous l'avons baptisée la magie au ministère de la Construction. En se rendant au ministère de la Construction avec les attestations tirées des lots résiduels reversés à la chefferie de Djologobité, les acquéreurs
font une désagréable surprise. Pardon, une désagréable découverte. Ont une désagréable surprise donc. 1. Ils découvrent qu'il y a des individus qui détiennent déjà des attestations sur les lots résiduels. Mais ces individus n'ont pas leur nom dans le titre officiel qui est à Djorogobité. Alors que la direction des affaires juridiques avait dit qu'il n'y avait aucun acte administratif et aucun titre sur ces lots-là. Donc, les acquéreurs découvrent cela. Deuxième chose, ils découvrent que des demandes d'ACD sont en cours sur plusieurs lots du résiduel, alors que la direction du domaine urbain avait assuré que sur les 1272 lots, il n'y avait aucun titre ni acte administratif en cours. Les acquéreurs découvrent que ce n'est pas vrai. Voilà d'où est parti tout le problème. Comment pouvait-il y avoir des ACD en cours d'établissement sur les 1272 lots, alors que la direction a dit que ces lots-là ne souffrent d'aucune aliénation? À Djorogobité, les acquéreurs reviennent pour se plaindre. La chefferie se retrouve donc dans l'embarras. Qu'est-ce qui explique cette situation? En observant les attestations en doublon, la chefferie réalise que certaines portent bien la signature du chef de Djorogobité, alors même que leur détenteur ne figure pas dans le dit du village, ni dans celui qui est au ministère de la Construction. Comment ont-ils pu avoir ces attestations? D'où proviennent donc ces attestations? C'est que d'abord, le premier dit des lots résiduels et non reconnu par le ministère est resté entre les mains de Traoré Nouvier, et qu'ensuite, le chef de Djorogobité, au moment du partage des lots, avait remis plusieurs dizaines d'attestations présignées, mais sans numéro de lot, à Traoré Nouvier, pour le compte des opérateurs qui sont intervenus dans le projet. Était-ce Traoré Nouvier qui délivrait ces attestations en doublon à des acquéreurs qui ne figuraient pas dans le titre du village? Personne ne pouvait répondre à cette question. N'ayant pas la réponse, et pour prévenir d'autres faits, et même par mesure de précaution, la chefferie de Djorogobité, à travers le secrétaire général, a adressé par voie de commissaire de justice, le 22 juin 2022, une correspondance au directeur du domaine urbain, M. Diallo Aboulaye. Dans ce courrier, la chefferie écrit ceci. Il faut que vous écoutiez attentivement. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, l'affaire n'est pas aussi simple qu'il paraît. Le communiqué que le ministère a produit le lundi dernier, le 12 février, est un communiqué qui cache la vérité. Toute cette affaire a une histoire. Donc, la chefferie écrit au directeur du domaine urbain. Et je vais vous lire une partie de ce courrier-là, qui est très importante. Il nous a été donné de constater que plusieurs attributaires, détenteurs d'attestations d'attribution et régulièrement inscrits dans le titre du village de Djorogobité 2, rencontrent au ministère de la Construction dans le traitement de leurs demandes d'ACD sur les terrains issus du lotissement Bessikwa. Ainsi, après plusieurs investigations, il a été établi l'existence d'un guide parallèle. Écoutez bien ce passage-là. Ainsi, après plusieurs investigations, il a été établi l'existence d'un guide parallèle tenu en dehors de la chefferie dans lequel certaines personnes inconnues de nous sont inscrites. Munies de compulsoires effectués dans le dit guide, celles-ci introduisent des demandes d'ACD auprès de vos services, créant du coup des difficultés dans le traitement des demandes
attributaires régulièrement inscrites dans nos DID. Par conséquent, nous vous prions de ne prendre en compte que les compulsoires effectués sur la base des DID détenus par le secrétaire général du village de Djorgobité 2 en cas de double attribution. D'inviter les différents demandeurs à se référer au secrétariat général pour toute vérification et confirmation éventuelle. En tout état de cause, écrit la chefferie, nous déclinons toute responsabilité quant aux actes établis en dehors du secrétariat général du village de Djorgobité. Ce courrier-là est transmis par voie d'huissier au directeur du domaine urbain. Voilà la vérité. Il y avait un DID parallèle à partir duquel des gens fabriquaient des attestations pour exproprier les détenteurs d'attestations délivrées par la chefferie de Djorgobité. Et ces gens-là arrivaient à faire des demandes d'accéder avec ces attestations sorties du DID parallèle. Quelle réaction le directeur du domaine urbain a eu après avoir reçu ce courrier? Eh bien, il n'a donné aucune suite à ce courrier-là. Interrogé par l'éléphant déchaîné, par nos journalistes, il n'a pas répondu à cette question. Donc, il savait bien que quelqu'un détenait un DID fictif à partir duquel il fabriquait des attestations, mais ces attestations arrivaient à produire des ACD au ministère. La chefferie l'avait prévenu. Donc, nous l'avons interrogé à ce sujet-là. Monsieur Diallo Aboulaye, depuis le lundi dernier, à ce jour, n'a pas répondu à notre question. Alors, nous l'avons également interrogé sur un autre aspect, puisqu'ils ont écrit que sur les 1272 lots, il n'y avait pas de titre ni date administrative. Comment se fait-il donc que ceux qui viennent faire leur demande d'ACD découvrent qu'il y a des ACD en cours sur ces lots-là? À cette question également, M. Traoré, M. Diallo Aboulaye n'a pas encore répondu. On va donc poursuivre pour que vous compreniez le fondement de cette histoire. À partir de 2020, des acquéreurs en possession d'attestation d'attribution dûment délivrée par le chef de Djorgobité vont découvrir que des titres fonciers ont été créés sur certains lots du résiduel depuis 2015. Comprenez bien ceci. En 2018, le ministère de la Construction, à travers la direction des affaires juridiques et du contentieux, transmet à la chefferie de Djorgobité 1272 lots numérotés, en précisant que sur ces lots-là, il n'y a aucun acte administratif ni aucun titre. Mais en 2020, des détenteurs d'attestations délivrées par Djorgobité découvrent que des personnes ont introduit des demandes d'ACD sur les terrains en question depuis 2015 et possèdent des attestations domaniales depuis 2015. Comment cela est possible? Comment cela est possible? Alors qu'en 2018, le même ministère dit que sur ces lots-là, il n'y a aucun titre. Pourtant, depuis 2015, des attestations domaniales et des titres fonciers avaient été déjà créés. Comment cela est possible? Nous avons documenté cela. Nous avons découvert ces titres fonciers créés depuis 2015 avec les attestations domaniales antidatées et dont certains même sont de fausses attestations. Expertise graphologique à l'appui. Écoutez très bien. Parfois ce pays me désespère. Parce qu'on ne peut pas se comporter comme ça dans un pays normal. On ne peut pas jouer ainsi avec les économies des gens. Et donc, nous avons continué à enquêter sur cet aspect des choses pour découvrir tout ça est parti. En 2015,
Monsieur Diallo Aboulaye, aujourd'hui directeur du domaine urbain, était le directeur du cadastre de Cocody. Donc, il a participé à la création de tous ces titres fonciers-là. Devenu maintenant directeur du domaine urbain, il écrit qu'il n'y a pas de titre foncier. Eh bien, nous l'avons approché par écrit pour lui demander à M. Diallo Aboulaye comment il explique ça. Comment, alors qu'il tient la direction du domaine urbain, il a pu faire écrire qu'il n'y a pas de titres sur ces lots-là, alors que lui-même sait très bien que depuis 2015, il a participé à créer des titres fonciers sur ces lots-là. À ce jour, M. Diallo Aboulaye n'a pas encore répondu à notre question. C'est dans ce méli-mélo de faux et usage de faux, de mensonges officiels, de fuite en avant, qu'intervient l'affaire Traoré Assetou, épouse Amon, contre Komé Bakary. Dame Komé Bakary, Dame Assetou Traoré est détentrice d'une attestation villageoise délivrée sur le lot 1294. Le lot 1294 de l'îlot 135 Bessikois fait partie des lots résiduels. Et ce lot-là, dans le partage officiel du village de Dorobité, ce lot-là, il est avec 3 autres, appartiennent à un opérateur immobilier, un aménageur qu'on appelle Yamini Albert. Ce sont ces lots. Il a contribué au lotissement. Et donc dans le partage, il a eu des lots. Et le lot 1294, plus 3 autres, font partie de ces lots officiels. Dans le guide officiel de Dorobité, dans le guide qui est au ministère, M. Yamini Albert est inscrit comme le détenteur du droit sur ces lots-là. C'est lui qui a vendu le terrain à Dame Traoré Assetou. C'est lui qui a délivré l'attestation à Dame Traoré Assetou. Son nom dans le guide de Dorobité que nous avons pu vérifier physiquement est inscrit en dessous de celui de Yamini Albert. Donc, elle a bel et bien acquis son terrain avec le vrai propriétaire. Et son nom est dans le guide. À la suite donc de son achat, elle obtient donc une attestation villageoise signée par l'ex-chef, nous sommes en 2015, l'ex-chef Anon Arsène Zéphirin. En 2017, Dame Traoré tente d'introduire auprès du ministère de la Construction son dossier de demande d'ACD. Là, le ministère lui répond qu'en raison des procès en cours au niveau de la Cour suprême, ils avaient suspendu le traitement des ACD sur le lotissement Bessikois, ce qui en réalité n'était pas vrai. Et donc elle attend plus tard pour faire sa demande d'ACD. Donc la dame, elle répare les sérieux. Et puis, à son retour, elle entreprend de construire sa résidence sur le lot. Elle découvre que le terrain a été revendu à M. Sitafa Traoré parce que le M. Yamini, entre-temps, est décédé. Et ses ayants droit, qui ne savaient pas qu'il avait vendu le terrain à Dame Traoré, ont revendu le terrain à M. Sitafa. Et donc, quand Dame Traoré va à Dorobité, elle découvre que le nom de ce monsieur-là a été inscrit dans le guide. Et donc, elle l'approche et elle lui démontre que le terrain a été déjà acquis par ses soins. Elle apporte la lettre de cession et tous les reçus d'acquisition du lot auprès du père des enfants. M. Sitafa Traoré, qui est de bonne foi, découvre qu'effectivement, il a été induit en erreur et il retourne à Dorobité auprès des enfants et il règle le problème et il transfère à Mme Traoré Assetou son
terrain. Dans le guide de Djorogobité, vous verrez bien que M. Traoré Sitafa, son nom est dans le guide, et en dessous se trouve celui de Dame Traoré Assetou, parce que M. Sitafa a transmis les documents à Dame Traoré et s'est arrangé avec les enfants de M. Niameni Albert, qui eux-mêmes ont reconnu leur erreur. C'est totalement transparent. Tout ça, nous avons pu vérifier. Alors, quelques temps plus tard, alors que nous sommes en 2020 maintenant, Dame Traoré, selon ses propres dires, quand nous l'avons interrogé, reçoit un coup de fil, ou aurait reçu un coup de fil de Kome Bakari, du nommé Kome Bakari, lequel, selon elle, lui aurait proposé de lui racheter son terrain, ce qu'elle aurait refusé. Au cours de notre enquête, nous avons obtenu les contacts du gardien à qui Dame Traoré a confié la surveillance du site depuis 2015 pratiquement, lequel a utilisé le site pour faire son garage. C'est un mécanicien. Nous avons pu le retrouver et nous l'avons interrogé pour voir s'il pouvait confirmer les dires de Mme Traoré Assetou. Interrogé par les journalistes de l'Éléphant déchaîné, le mécanicien déclare ceci. Il dit que il reconnaît avoir été installé sur le terrain par Dame Traoré Assetou, laquelle, précise-t-il, ne lui a jamais pris de l'argent, alors même qu'il a exploité son terrain pour faire son garage. Et de continuer à dire ceci, il confirme que Kome Bakari s'est présenté une première fois sur le site et que Kome Bakari l'aurait informé être le propriétaire du site. Ça, c'était la première rencontre. C'est à quoi il aurait répondu que non, que le terrain appartient à Dame Traoré Assetou et que lui, il travaille en tant que mécanicien pour surveiller le site. C'est alors que, d'après le mécanicien, Kome Bakari aurait demandé le numéro de cette Dame Traoré. Et le mécanicien de dit qu'il a fourni le numéro de la dame à Kome Bakari, qui avait déjà le numéro dans son téléphone. Et que, ayant ouvert son téléphone, il a présenté la photo de Dame Traoré Assetou sur son compte WhatsApp. Et lui, mécanicien, a confirmé qu'effectivement, c'est Mme Traoré qui est là. Donc, Kome Bakari, quand il rencontre pour la première fois le mécanicien, d'après lui-même, avait déjà le numéro de la dame dans son téléphone. Ce qui accrédite la thèse selon laquelle il aurait déjà contacté Dame Traoré avant de venir sur le site pour dire qu'il était le propriétaire. Donc ça, nous l'avons vérifié. Et donc, par la suite, toujours selon le gardien, Kome Bakari serait revenu 2 ou 3 fois encore sur le terrain pour lui demander, lui, le gardien, moyennant de l'argent, de prendre des gens pour libérer le site parce qu'il voudrait construire une maison dessus. Et que lui, gardien, lui aurait dit toujours à Kome Bakari que le terrain ne t'appartient pas. Il faut que j'informe ma patronne qui m'a mis ici avant qu'on ne fasse quoi que ce soit. Voilà les déclarations que le gardien que nous avons interrogé nous a faites. Nous avons cette déclaration-là. Alors, de son côté, donc je répète que Dame Traoré avait dit que Kome Bakari l'avait appelé pour lui proposer d'acheter son terrain qu'elle avait refusé. Et que par la suite, elle a découvert que Kome Bakari avait obtenu un ACD sur sa parcelle, alors que son nom ne figure pas dans le guide de Djorogobité. Et donc, nous sommes allés vérifier cette information dans le guide. Effectivement, Kome Bakari n'apparaît dans aucun guide de Djorogobité. Bien au contraire, le lot 1294 dans le guide reste toujours en tant que propriétaire initial, la propriété de Niameni Albert. Donc, Dame Traoré a dit vrai.
Qui a donc vendu à Kome Bakari le lot 1294 de l'îlot 135? Nous avons approché Kome Bakari. D'abord par téléphone. Pour lui demander une rencontre. Par la suite, nous lui avons envoyé un questionnaire. Il nous a assuré qu'il viendrait lui-même à notre rédaction pour nous expliquer les éléments. Nous lui avons donné rendez-vous à 17 h. À 17 h, au jour fixé, M. Kome Bakari n'est pas venu. Il n'a plus donné signe de vie jusqu'au lendemain. Et le lendemain, il nous a transmis des réponses. Qui lui a vendu le terrain 1294? À cette question, il répond que c'est M. Ato Nandji, propriétaire terrien d'Abobo Baoulé, qui lui aurait vendu le terrain. Sauf que Ato Nandji n'est pas propriétaire terrien à Djorgobité et que le terrain en question appartient à un opérateur immobilier qui a travaillé sur le lotissement. Donc le terrain n'appartient pas à une famille. Donc l'affirmation de M. Kome Bakari, selon laquelle il a acquis le terrain avec Ato Nandji, n'est pas vrai factuellement. Factuellement, ce n'est pas vrai. Donc Ato Nandji n'a pas pu vendre le terrain à Kome Bakari. Autre chose, où est la lettre de cession que Ato Nandji lui aurait donnée quand il a payé le terrain? Ça n'existe pas. M. Kome n'a pu nous la produire. Alors, on continue donc à l'interroger. D'où sort-il son attestation? À cette question, il nous répond que son attestation figure bien dans le guide officiel de Djorgobité 2, ce qui n'est pas vrai. Son attestation ne figure pas dans le guide de Djorgobité 2. À la chefferie de Djorgobité 2, M. Kome Bakari n'a jamais été reçu là-bas. Il n'y a aucune famille à Djorgobité 2 qui a cédé un terrain, en tout cas ce lot-là, à Kome Bakari. Nous avons été interroger la chefferie et les familles qui étaient à cette rencontre. Il nous dit qu'il a fait un compulsoire dans le guide de Djorgobité 2 et que son nom figure bien dans ce compulsoire-là. Sauf que quand on l'interroge pour avoir le compulsoire en question, il nous envoie une sommation à avoir à inscrire son nom dans le guide. Mais cette sommation n'est pas adressée à la chefferie de Djorgobité, elle est adressée plutôt au ministère de la Construction. Donc il ne nous présente pas son compulsoire, il nous présente une sommation d'avoir à inscrire qui est adressée au ministère de la Construction et non pas à la chefferie de Djorgobité. De sorte que jusqu'à ce jour, Kome Bakari n'a pas son nom dans le guide de Djorgobité. Donc pour comprendre où se trouve le compulsoire en question, nous interrogeons le commissaire de justice, Maître Kofi Maurice, puisque d'après Kome Bakari, c'est ce commissaire de justice qui aurait fait le compulsoire. Mais quand on interroge le commissaire de justice, il dit ne pas se souvenir de ce compulsoire. Et nous demande de lui laisser le temps d'adresser des correspondances au ministère de la Construction et de revenir plus tard. À ce jour, le commissaire en question ne nous a pas mis à disposition le fameux compulsoire que Kome aurait fait dans le guide de Djorgobité. Voilà la suite de l'enquête. Donc, à ce jour, alors même que M. Kome Bakari a obtenu un ACD sur le lot 1294 qui appartenait à Yamini Albert, lequel l'a transféré à Mme Traoré Assetou, et que son nom ne figure pas dans le guide, il a pu obtenir l'ACD avec une attestation. Quand nous lui demandons de nous produire une copie du guide dans lequel se trouverait son ACD, il nous envoie le guide du résiduel. C'est-à-dire le premier guide qui n'a pas été reconnu par le ministère de la Construction et qui est resté dans les mains de Traoré Yunvier.
C'est ce que M. Kome Bakary nous envoie comme faute capture d'écran du guide dans lequel se trouverait son attestation. Mais justement, ce guide-là n'a jamais été validé et il n'a jamais prospéré auprès du ministère. Comment une attestation pourrait sortir de ce guide-là? Voilà une autre incongruité. Et donc, alors que nous poursuivions l'enquête, c'est M. Kra Kouma. Écoutez bien cette partie. M. Kra Kouma, qui, à la suite de ma rencontre avec le ministre de la Construction, le lendemain, m'appelle et me dit qu'il a des documents à me transférer sur l'affaire Kome Bakary, Dame Traoré Assetou. Et M. Kra Kouma me transfère un document daté du 25 avril 2020 portant la signature du chef du village de Drogobité 2 ayant pour objet annulation d'attestation d'attribution sur le lotissement Bessikwa adressé au directeur du domaine urbain. Dans ce document, le chef de Drogobité aurait écrit, puisque c'est son nom qui est cité, le chef de Drogobité écrit qu'il a procédé à l'annulation de l'attestation du lot 1294 au bénéfice de Yamini Albert et que désormais le même lot est attribué à Kome Bakary. Voilà le document que M. Kra Kouma, directeur de l'urbanisme, me transfère par WhatsApp. Et c'est le contenu du document. Le chef de Drogobité aurait donc écrit au directeur de domaine urbain pour l'informer qu'il avait pris sur lui le soin d'annuler le lot, l'attestation sur le lot 1294, lot qui appartenait à Yamini Albert, et que désormais c'est Kome Bakary qui en est le détenteur. Ce qui est matériellement impossible. Parce que le lot en question appartient à un opérateur. Il n'appartient pas à une famille. Donc le chef ne peut pas avoir le pouvoir d'annuler ce lot-là. Mais on ne s'est pas arrêté à cette déduction. Nous avons pris le document et nous sommes partis encore à Drogobité pour aller le présenter au chef de Drogobité, pour lui demander s'il reconnaît avoir signé un tel document au bénéfice de Kome Bakary, alors même qu'il dit qu'il n'a jamais rencontré Kome Bakary. Nous avons trouvé le chef avec ses collaborateurs. Nous leur avons présenté le document et le chef a dit que le document ne provient pas de lui, qu'il n'a jamais adressé ce document-là au DDU pour la simple raison que le terrain en question appartient à un opérateur. Et donc, il n'a pas compétence à retirer à un opérateur son terrain. Donc, ce n'est pas lui qui a fait ce document. Qui a donc fabriqué ce document? Écoutez très bien cette partie qui arrive. Alors même que nous échangions avec le chef de Drogobité, nous avons appris le cas d'un Ivoirien qui se trouve au Canada et qui est aux prises aussi avec Kome Bakary en justice. Cet Ivoirien a payé son lot depuis très longtemps. Au moment où il part pour faire son ACD, il découvre que M. Kome Bakary a déjà un ACD sur son terrain. Et donc, il décide d'attaquer l'ACD devant le Conseil d'État. Et dans les échanges d'écriture entre les avocats, l'avocat de Kome Bakary, nous avons échangé avec le représentant de ce Ivoirien qui est à l'extérieur, nous l'avons approché pour l'entendre. L'avocat de Kome Bakary, dans les documents qu'il transmet au Conseil d'État, et donc copie est remise au représentant de l'Ivoirien qui est à l'extérieur, se trouve un document dont nous avons copié aujourd'hui, qui est adressé au président du tribunal d'Abidjan. Et ce document rapporte en objet annulation du lot. C'est-à-dire que dans ce document adressé, soi-disant par le chef de Drogobité, au président du tribunal d'Abidjan, il a écrit que, et ce document est daté du 26 février 2022,
il est écrit que le chef de Djologobité informe le président du tribunal qu'il a annulé le lot 3520 de l'îlot 313 du lotissement Bessikwa et que désormais ce lot-là est attribué à Kome Bakari. Nous présentons ce document-là au chef de Djologobité qui dit mais c'est manifestement un faux parce que non seulement la signature qui est dessus, elle n'est pas ma signature, elle est totalement imitée, mais en plus le chef de Djologobité n'a pas vocation à demander à un président du tribunal d'annuler un lot. Pardon, d'informer un président du tribunal qu'il a annulé un lot. Le chef ne peut écrire qu'au ministère de la Construction pour dire qu'on concerne le lot. Il ne peut pas écrire au président du tribunal dans une procédure dont il n'est pas informé. Où est-ce que Kome Bakari a obtenu ce document-là qui est adressé au président du tribunal d'Abidjan et qui a servi au Conseil d'État? Question. Évidemment, comme il ne veut pas nous rencontrer, on n'aura pas la suite de cette question-là. Alors, nous allons maintenant sur le cas de l'imam Cissé. Mais je précise que pendant que nous échangeons avec la chefferie de Djologobité, nous avons échangé aussi avec des responsables de la famille Mambo. Et c'est là que vous devez prêter attention. Sur le cas de l'imam Cissé, au cours de l'enquête, nous avons bien vérifié que l'imam Cissé est bien inscrit dans le guide du village de Djologobité et qu'il tient ses attestations d'acquisition de la famille Mambo. C'est la famille Mambo qui connaît très bien l'imam Cissé parce que l'imam Cissé a vécu à Djologobité, donc il connaît presque tous les jeunes de ce village. C'est la famille Mambo qui l'a dans le terrain. Mais Kome Bakari, lui, dit avoir acheté le même terrain avec un membre de la famille Mambo, dont il est incapable de produire le nom. Encore moins l'acte de cession qui lui a, que la famille en question lui a délivré quand il a payé le terrain. D'ailleurs, il faut préciser que le dimanche dernier, sur les antennes de NCI, M. Kome Bakari était représenté par un individu qui se fait appeler Sylvain Adjété, alors qu'en réalité, on l'a découvert, ce n'est pas son vrai nom. Le nom qu'il a utilisé sur NCI n'est pas son vrai nom. Dans les documents que l'éléphant chez nous s'est procuré, c'est tout son vrai nom. Ils n'ont pas marqué ici, mais l'individu qui apparaît sur NCI était porteur d'un nom qui n'était pas le sien. C'est un élément important que nous allons démontrer plus tard. Ensuite, donc, Kome prétend que c'est un membre de la famille Mambo qui lui a vendu le terrain de l'imam. Alors qu'il est bien incapable de nous dire quel est le nom de ce membre de la famille. Et quand nous échangeons la famille attire notre attention sur le fait que elle-même, détentrice de droits coutumiers à Djologobité, a 5 de ses lots qu'elle n'a pas vendus à Kome Bakari, mais que Kome Bakari possède des titres sur le terrain. 6 lots. C'est la famille qui nous donne cette information-là. Comment a-t-il pu avoir ces lots alors même que la famille dit ne l'avoir jamais rencontré et n'avoir jamais donné aucun document à Kome Bakari? Question. Ça fait beaucoup. Alors, dans tout le guide, nulle part n'apparaît le nom de Kome Bakari. Ces attestations qu'il produit ne proviennent pas ni du guide qui est à Djologobité, ni de celui qui est au ministère. Mais comment tout ça est possible?
C'est ce que nous avons voulu comprendre. Comment tout ça est possible? Comment il peut y avoir des attestations qui ne sont pas du guide, qui viennent d'ailleurs et qui permettent, malgré ça, de produire des ACD. Donc nous avons approfondi l'enquête à ce niveau-là. Et donc nous sommes répartis encore à la direction du domaine urbain pour comprendre comment tout ça est possible. Alors, nous avons découvert, et avec beaucoup de tristesse, que la direction du domaine urbain est impliquée dans des pratiques totalement inacceptables, qui sont même passibles de poursuites judiciaires. De quoi s'agit-il? Je précise que tout l'article rédigé avec la documentation sera diffusé sur notre plateforme et dans le journal digital. Au cours de l'enquête que nous avons approfondie donc sur le cadre de la direction du domaine urbain, nous nous sommes procurés des documents qui interrogent quant à la sincérité des documents délivrés par le ministère de la Construction pour ce qui concerne les documents qui font l'objet de contentieux. Et ça interroge sur l'ADU que le ministère présente comme la solution à tout ce désordre qu'on observe. Si de telles choses sont possibles à la direction du domaine public, du domaine urbain, nous craignons que l'ADU, même demain, ne puisse subir le même sort. Si cela est possible. Alors, de quoi il s'agit? Nous avons documenté le cas d'un individu dont je ne donnerai pas le prénom, mais qui s'appelle Oladodja. Oladodja. Qui a pu se faire délivrer 2 ACD sur le terrain d'une autre personne. On ne va pas citer parce que l'affaire se poursuit, mais nous avons documenté tout ça. Il a pu se faire délivrer 2 ACD sur le terrain du monsieur. Et son nom ne figure ni dans le guide qui est au village, ni dans le guide qui est au ministère. Le vrai propriétaire du terrain a saisi la justice et un juge a ordonné un compulsoire à la fois dans le guide du village et dans le guide du ministère. Et le juge a commis un commissaire de justice pour faire ce travail. Le commissaire de justice s'est rendu à Drogobité, s'est rendu au ministère et a pu compulser les guides. Cet individu, Oladodja, ne figure nulle part, dans aucun guide. Mais il a pu obtenir 2 ACD sur le terrain de sa victime. Quand on l'interroge sur le nom de la famille qui lui aurait vendu le terrain, il donne le nom d'une famille qui elle-même écrit à la justice pour dire ce monsieur on ne le connaît pas. Mais il a obtenu les ACD. Quand on vérifie l'attestation domaniale qui lui a permis de faire l'ACD, datée de 2015, on découvre que l'attestation domaniale qui a servi de faire l'ACD est fausse. Elle a été antidatée et la signature qui se trouve n'est pas la signature de M. Adjoumani Boafé. Une expertise graphologique commise a démontré que l'attestation est fausse. Quand la victime présente le rapport de graphologie au DDU, ce dernier prend une autre attestation domaniale sur le même terrain encore. C'est-à-dire que sur le même terrain, il délivre 2 attestations domaniales sur le même terrain. Nous nous sommes procurés tous ces documents-là. Mais quand cette dernière attestation domaniale arrive à la conservation foncière, on découvre que la fausse attestation déjà délivrée à l'individu a déjà produit des effets juridiques et le titre a été créé au nom du faussaire. Et par conséquent, il faut une décision de justice pour régler ça. Nous avons interrogé le DDU
sur ce miracle-là, il n'a pas répondu à notre question. Il aura sans doute l'occasion d'y répondre plus tard. Autre fait que nous découvrons dans l'enquête, chose encore plus étonnante et même encore plus grave. Mademoiselle Adja, on ne citera pas le reste de son nom, qui est héritière d'un terrain que son paternel lui a laissé. Terrain acquis depuis 1993 par une lettre d'attribution délivrée par le ministre de la Construction de l'époque. Entreprend de faire ces documents. Le terrain est situé à Bonoumé, un terrain qui a une valeur inestimable. À la rivière Bonoumé. Un monsieur un matin l'approche pour dire qu'il veut payer le terrain. La jeune dame dit non, qu'elle ne vend pas, mais elle peut vendre une partie pour conserver 300 mètres carrés pour elle-même construire sa maison. Et donc, les deux parties se retrouvent chez un notaire. Et au cours des discussions, le notaire réalise que la jeune dame n'a pas encore un titre de propriété qui permet de faire la transaction correctement. Et donc, lui conseille d'aller faire le titre de propriété et d'obtenir au moins une attestation domaniale. Et puis, en ce moment-là, on pourra faire l'acte. Donc, les deux parties se séparent. Et la jeune fille entreprend de faire ses papiers. Le 11 mai 2020, Mademoiselle Adja obtient son attestation domaniale délivrée par le directeur du domaine urbain, M. Diallo Aboulaye. Mais quand elle entreprend de faire son ACD maintenant, elle découvre que il y a un ACD sur son terrain. Comment c'est possible? Alors qu'on lui a délivré l'attestation domaniale qui démontre que c'est elle qui est la propriétaire du terrain. Investigation faite, elle découvre que l'ACD a été fait au nom de celui qui voulait acheter le terrain. Celui qui l'avait accompagné pour acheter le terrain devant le notaire, l'ACD désormais porte le nom de cet individu-là. Et que, à la même date du 11 mai 2020, c'est-à-dire le jour où on a délivré une attestation domaniale à Mademoiselle Adja, le même jour, une autre attestation domaniale a été signée au bénéfice de l'autre individu. Deux attestations domaniales signées le même jour. Et l'autre a permis de faire rapidement l'ACD et déposséder Mademoiselle Adja de son terrain que son père lui a transmis depuis 1993. Aujourd'hui, elle est dehors, elle n'a plus son terrain. Ça se passe au ministère de la Construction. Voilà des faits. Autre fait que nous avons documenté. Tous ces éléments-là sont documentés, hein, documentés. Sur la base d'une attestation domaniale datée encore de 2015, sur des lots dont on a dit en 2018 qu'ils ne souffraient d'aucune aliénation, ni d'acte administratif, ni de titre foncier. Un ACD est délivré à un monsieur qu'on appelle K. Gilbert. On ne dirait pas son nom complet. Le K. Gilbert en question n'est pas inscrit dans le titre de l'égalité. Et l'ACD qui a été fait sur la base d'une fausse attestation domaniale. Expertise graphologique en a conclu ainsi. Sur le même lot, le DDU a produit encore une autre attestation domaniale pour la victime. Donc, deux autres attestations domaniales sur le même lot. Mais dans quel pays on est? Voilà
les faits. Vous voyez, c'est uniquement des faits. Nous ne prenons pas position pour un camp. Nous donnons les faits. Il appartient à chacun qui écoute de se faire son opinion. Traoré Yunvier, le nommé Traoré Yunvier. Au cours de notre enquête, nous avons obtenu beaucoup de témoignages qui tendent à accréditer la thèse selon laquelle le nommé Traoré Yunvier, qui est très proche de M. Diallo Aboulaye, détiendrait un guide à partir duquel toutes les attestations à problème seraient fabriquées. Ainsi, une source nous a appris que des agents du ministère de la Construction auraient conseillé à Dame Traoré Assetou de se rapprocher de M. Traoré Yunvier afin que ce dernier lui délivre une attestation qui lui permettrait d'avoir un ACD dans son conflit avec Komé Bakari. Que s'étant approché de M. Traoré Yunvier à son cabinet, ce dernier aurait réclamé 2 millions à Dame Traoré Assetou, avant de l'inscrire dans son guide à lui, ce que cette dernière aurait refusé. Interrogé par l'éléphant déchaîné, donc par nos journalistes, Dame Traoré a confirmé les faits, mais dit avoir refusé de payer les 2 millions et de se faire inscrire dans le guide de ce dernier, parce qu'elle est déjà inscrite dans le guide de Djorogobité. Nous avons approché M. Traoré Yunvier on a tenté de le joindre par téléphone. Plusieurs reprises, il n'a pas répondu. Nous lui avons envoyé un questionnaire dans lequel ne se trouvait pas cette information. Nous lui avons demandé s'il existait un guide qui était en sa possession, à partir duquel tout le faux serait fabriqué. Il nous a répondu par message plus tard que les faits ne sont pas vrais, qu'il ne possède pas de guide et que le seul guide serait celui de Djorogobité. Voilà ce qu'il nous a répondu. Nous n'avons pas de commentaires à faire. Une enquête policière ou judiciaire avec des perquisitions pourrait éclairer cet aspect des choses. Nous ne prenons pas de position dessus. Au final donc, selon les éléments à notre possession, M. Komé Bakari n'a aucun élément pour prouver l'identité des personnes qui lui auraient vendu les parcelles sur lesquelles il dispose d'ACD, tant pour celle de Mme Traoré que pour l'imam Sissé. Il ne figure dans aucun guide du village de Djorogobité, ni dans celui du ministère de la Construction, pour les lots qui lui sont disputés par ses victimes. Au cours des enquêtes, nous avons découvert plusieurs autres victimes de M. Komé Bakari, dont certaines ont porté plainte dans les commissariats, mais aucune de ces plaintes ne prospère. Et nous avons conclu que pour cette affaire, il faut une véritable enquête judiciaire pour identifier les acteurs, les co-auteurs, les complices, les bénéficiaires de toute cette construction de faux qui a semé le désordre dans cette affaire. Parce que nous avons découvert d'autres choses. Par exemple, que les attestations villageoises qui sont vendues à 500 000 francs, 1 million, certaines personnes ont pu obtenir des attestations villageoises à 6 millions l'unité. Comment une attestation qui est vendue à 1 million, quelqu'un peut l'acheter à 6 millions? Eh bien, tout simplement parce que, quand c'est fait ainsi, c'est cette attestation qui prospère et qui permet de déposséder le premier acquéreur de son terrain. C'est le même procédé dans tout Abidjan. Nous appelons donc à une enquête complète de la part du ministère de la Construction, de la part de l'Inspection générale d'État, de la part de la haute autorité de la bonne gouvernance. Nous sommes des journalistes, nous avons fait une enquête dont nous mettons les éléments à disposition. Il appartient à la justice ivoirienne ou aux institutions en charge des enquêtes de ce genre
de faire leur enquête et de tracer tout le processus pour ressortir la vérité. Parce que l'argumentaire qui consiste à dire aux gens, si vous n'êtes pas content, allez vous plaindre au Conseil d'État. Alors qu'on sait très bien que devant le Conseil d'État, à 90%, 99%, c'est ceux qui possèdent l'ACD qui triomphent. Il faut mettre fin à cette pratique-là. Nous appelons aussi notre système judiciaire de la justice, notre système de service public de la justice, à faire aussi un peu attention. Dame Traoré Assetou vient d'offrir à la Côte d'Ivoire l'occasion unique de régler définitivement le cas de la mafia du foncier qui sévit à Abidjan et à travers le pays. Aujourd'hui, des documents à disposition permettent de retracer toutes les procédures et tout le système. Il faut que cela soit fait. Les victimes sont trop nombreuses. Nous sommes joints tous les jours par des gens qui pleurent, qui ont tout perdu. Et les cas sont les plus graves les uns que les autres. Et c'est toujours autour des mêmes personnes que ça tourne. Cela ne peut pas continuer ainsi. Il faut aussi que le Parlement de Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale, qui est, j'allais dire, la protectrice des droits des populations, qui est le rempart contre les abus que subissent nos populations, demande une enquête parlementaire, mette en place une enquête parlementaire pour découvrir ce qui se passe dans le foncier en Côte d'Ivoire, ce qui se passe au ministère de la Construction. Je suis d'accord avec le ministre de la Construction quand il dit que des efforts énormes sont faits par lui pour réformer. Mais en même temps, les éléments en notre possession permettent de douter de ce qui se fait réellement. Peut-être qu'en hauteur, le ministre fait ce qu'il faut, mais en dessous, les éléments en notre possession permettent de dire le contraire. Comment un DDI peut signer le même jour plusieurs attestations domaniales sur le même lot pour plusieurs personnes? Et on nous dit que le système est informatisé. Et si le système est informatisé, comment ces erreurs peuvent advenir? Où plusieurs personnes se retrouvent avec des documents authentiques signés par la direction du domaine urbain. Voilà les problématiques. Voilà, chers amis, chers Ivoiriens, le compte rendu de l'enquête journalistique menée par les journalistes de l'éléphant déchaîné. Qu'en principe, nous aurions dû vendre pour gagner de l'argent, mais que nous avons choisi de mettre à la disposition des Ivoiriens gratuitement. Dans les jours qui viennent, l'article rédigé complètement avec les détails, avec les éléments qui accompagnent, documentés, sera mis en ligne, et le journal en version digitale également, par abonnement, sera mis à votre disposition. Nous pensons que ces faits sont très graves et qu'il faut qu'on s'y penche. Parce que ça fait 10 ans bientôt, mais ça fait maintenant 14 ans que j'enquête sur le foncier en Côte d'Ivoire. Et je peux vous garantir que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Si nous continuons comme ça, dans 5 ans, dans 10 ans, la crise la plus grave que nous allons vivre en Côte d'Ivoire va venir du foncier. Il faut que cela interpelle tous les Ivoiriens, que cela interpelle nos autorités, à quelque niveau qu'elles soient, pour que nous passions la réflexion ensemble. Moi, je proposerais que, devant tout ça, l'État de Côte d'Ivoire prenne un moratoire sur tout ce qui est foncier urbain, qu'on suspende toute vente, tout traitement de dossier, et qu'on fasse un audit complet de tout ce qui a été fait depuis une dizaine d'années pour tirer au clair ce qui se passe, avant de relancer les ventes de terrain et le traitement des dossiers urbains. Je propose donc un moratoire pour qu'on voit clair, pour que tout le monde, le Parlement, le gouvernement, la justice, on travaille en synergie pour tirer tout ça au clair, parce que ces Ivoiriens qui m'appellent, qui sont en Europe, dont j'ai rencontré certains, qui ont perdu 100 millions, qui ont perdu 200 millions, en achetant un terrain avec les vrais propriétaires, et puis un matin ils découvrent que quelqu'un d'autre a pris leur terrain.
C'est trop grave. Et donc, voilà l'appel que je voulais lancer. Merci de m'avoir écouté. On était jusqu'à 7000 personnes, près de 8000 personnes en ligne. Merci de m'avoir écouté. Battons-nous pour que la justice triomphe. La justice élève une nation. La corruption est la honte des peuples. Un peuple qui dort en liberté se réveillera en servitude. Alain. Battons-nous pour nos droits. Ne nous taisons pas. Si vous êtes victime d'abus, prenez la parole. N'ayez pas peur. Défendez vos droits. Certaines victimes abandonnent de peur qu'on les assassine. Parce qu'effectivement, l'environnement est dangereux. Des gens sont menacés. Ils quittent Abidjan pour sauver leur vie. Pour renoncer à leurs biens. Mais aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous avez des élus qui sont là. Approchez-les. Portez plainte. Et éventez les affaires. Il y a des gens pour prendre la relève pour porter votre voix. N'acceptez plus les abus. C'est votre silence qui fait prospérer la mafia du foncier. C'est le silence des hommes de bien qui fait prospérer le mal, comme le dirait le penseur. N'acceptez plus les abus. Si vous estimez que vous êtes dans vos droits, que vous avez fait les choses de bonne foi et que vous avez vos documents, n'acceptez pas qu'on vous gruge. Battez-vous et vous aurez des gens pour vous soutenir. En tout cas, à l'éléphant déchaîné, nous allons vous soutenir. Et en tant que député, je serai là aussi avec d'autres collègues pour porter vos voix pour que vos droits soient défendus. Bonne soirée à tous et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.